Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le grand conseil de classe de cette Vuelta, note de la course, note des équipes également présentes au départ de cette épreuve. On verra qui s'en est bien sorti, qui a été plus en difficulté pendant ces 3 semaines de course qui ont été mouvementées, ça on en a déjà parlé lors du débrief de la dernière étape de cette Vuelta. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous parler un petit peu du programme de la semaine. Alors, ça fait depuis le début de semaine que j'ai des coupures internet de manière inopinée, on va dire, ce qui me pourrit un petit peu mes journées de travail pour la chaîne, parce que en gros, ça coupe pendant 1 heure, puis ça revient, puis ça recoupe 1 heure. Alors hier, il n'y a pas eu de coupure, bien entendu, hier, j'avais décidé de me reposer. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu le bordel. Je ne sais pas ce que fait Orange, ils doivent travailler sur la ligne, mais il n'y a pas d'informations supplémentaires. Enfin, Orange travaille pas sur la ligne, puisque c'est Berry Numérique qui s'en occupe, donc c'est pas géré par Orange, mais c'est un peu le bordel, voilà, pour tout vous dire. C'est un petit peu chiant, là, de nouveau j'enregistre, je n'ai plus internet, ce matin j'avais de l'internet, là de nouveau ça a coupé, donc je ne sais pas si ça va être le cas encore pendant le reste de la semaine, parce que pour les championnats du monde, sinon ça va être très relou. Il y aura une vidéo de présentation des contre-la-montre des championnats du monde, et puis il y aura ensuite le débrief tous les soirs également des championnats du monde pour la semaine. J'aimerais bien faire un débrief également du Tour de Luxembourg et du Tour de Slovaquie, des courses en Belgique également, mais encore une fois, je suis bloqué aussi par la connexion internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Au niveau des formations, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous n'êtes pas content non plus des notes de certaines formations, vous trouvez que j'étais trop dur, pas assez dur. Sur le Giro et sur le Tour de France, on trouvait que j'étais souvent trop dur. Là, on va voir ce que ça va être le cas sur cette Vuelta. Et puis, si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo. C'est gratuit 3 fois par semaine si vous la regardez sur mobile et que vous avez de l'internet. Et puis, vous pouvez également cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite avec cette vidéo du côté de cette Vuelta. Donc, comme je le disais, mouvementée. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur le sportif. Et on va commencer par la note de la course. La note de la course, moi j'ai mis une mauvaise note du côté de la note de la course. J'ai mis un 6 sur 20. Voilà. J'ai pas pris en compte que les débordements liés à la Palestine et à Israël. Forcément, les modifications de parcours ont joué. Le chrono qui a été raccourci, bon, la dernière étape qui n'a pas pu avoir lieu, ça a forcément joué sur cette note. Mais j'ai pris en compte aussi la première semaine qui n'a pas été impactée qui a été beaucoup moins impactée par Israël-Palestine. Et sur cette première semaine, j'ai envie de dire, il y a eu très peu de spectacles. Le parcours était mal conçu, le parcours était mal fait. On n'a aussi pas des coureurs qui étaient forcément hyper les plus offensifs de l'histoire. Mais de toute manière, même s'il y avait eu un Pogacar, même s'il y avait eu, je sais pas, d'autres coureurs qui sont extrêmement offensifs, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu beaucoup plus de spectacles sur cette première semaine. Le parcours était mal conçu. Avec des étapes qui se contentaient d'avoir une seule montée. On s'est un peu ennuyé quand même, franchement, sur cette première semaine. Et le problème, c'est qu'on a eu un peu plus de choses en deuxième semaine, où la deuxième semaine est correcte. Par contre, sur la troisième semaine, avec ces problèmes entre Israël et la Palestine, ça a complètement nuit à la course aussi et au rythme de la course. On a l'impression que la course n'a jamais véritablement démarré sur cette Vuelta. Qu'on n'a jamais eu vraiment un rythme de qualité sur cette Vuelta, que ça n'a jamais vraiment pris du côté de cette course. Et là, c'est bien dommageable, voilà, du côté de cette course en Espagne, parce qu'on a souvent, en plus ces dernières années, vous avez souvent des Vueltas de bonne qualité. Je dirais globalement, on avait des bagarres pour les victoires d'étapes, on a eu parfois des étapes qui étaient vraiment très spectaculaires. On a vu parfois des grands numéros aussi sur la Vuelta, et là c'est vrai que cette année, sur les 3 grands tours, c'est vraiment celui qui a été le moins bon. Et puis en plus, tu rajoutes à ça la réalisation qui est catastrophique, aussi, qui fait que sur certaines étapes, on comprenait absolument pas ce qui se passait.
bah ça fait beaucoup quoi pour une seule et même course. Et oui, moi je l'ai déjà dit, hein, mais j'ai pas pris de plaisir, surtout à partir de la troisième semaine a été vraiment pour moi un calvaire à suivre, parce que j'étais plus dedans et en plus avec l'extra sportif, ça commençait vraiment à être chiant. Mais même seulement si on s'intéresse aux sportifs, de toute manière cette troisième semaine a quand même été bien défoncée. Et enfin moi j'ai vraiment pas pris de plaisir, voilà, je dis sur la troisième semaine, et j'ai pas pris de plaisir non plus sur la première semaine. Le plaisir que j'ai eu, c'est sur la deuxième semaine, et il n'était pas suffisant pour sauver cette Vuelta. Donc c'est pour ça que je ne mets qu'un 6 sur 20 du côté de cette épreuve, parce que j'ai vraiment pas pris voilà un grand plaisir voilà à suivre cette course. On commence avec les notes. Donc je rappelle encore une fois comment j'ai noté. Donc déjà les notes vont de 0 à 20. Il n'y a aucune équipe qui a 0, il n'y a aucune équipe qui a 20. En gros, 0 à 5, c'est les équipes qui ont été transparentes, qui ont été inexistantes. 5 à 10, c'est des équipes qui ont tenté parfois d'aller dans des échappées, qui ont tenté de sauver leur course, ou qui ont réussi à sauver leur course, mais tout juste, où il n'y a pas eu plus, on va dire, que ce à quoi on s'attendait. J'irai de 10 à 15, le contrat est rempli et il est plutôt rempli voilà, correctement, c'est-à-dire que soit on avait des objectifs en début de course qui étaient de faire, je sais pas, top 5 au niveau d'un leader et on a respecté ça. Je dirais que quand c'est en dessous de 12, ça reste, on a rempli le contrat mais sans plus. Au-dessus de 12, à partir de 13, c'est encourageant. Et je dirais qu'à 14, ça commence à être une course qui était vraiment pas mal. Et puis au-delà de 15 sur 20 ou à partir de 15 sur 20, là c'est qu'on a vraiment réussi, je trouve, une bonne course et qu'on a fait vraiment quelque chose de bien collectivement. Je note donc à la fois les attentes que l'on avait avant le départ de cette épreuve, hein. Donc c'est sûr qu'il y a des équipes qui ont peut-être avoir 1 point, 2 points en plus malgré un niveau de performance qui était équivalent par rapport à certaines de leurs adversaires, mais parce que les attentes étaient moins élevées. Donc forcément on est moins déçus. Ensuite, je prends en compte également le travail collectif de cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont avoir des bons résultats par rapport à d'autres, même si en termes de victoire d'étape, peut-être c'était similaire, mais parce que je trouve que collectivement, on a vu des bonnes choses. Il n'y a pas simplement un coureur ou deux coureurs qui ont sauvé l'équipe. Ça a été un bon travail collectif. C'est un bilan de classe des équipes et pas des leaders du classement général, ce qu'il faut bien différencier. Puis bien entendu, les résultats finaux de la course comptent, hein, ça c'est clair et net, mais voilà, j'aime aussi voir des beaux collectifs. C'est pour ça par exemple que j'ai trouvé que sur le dernier Tour de France, UAE La Visma n'avait pas été performant dans ce domaine. Et ensuite, bah, je répartis les notes. Voilà. Au départ, en fait, je classifie ces équipes, donc voilà, entre 0 et 5, 5 et 10, 10, 15, 15 et 20, en gros. Et puis ensuite, j'affine, on va dire, ces notes, en sachant que là, on est presque sur un premier jet, mais en gros, j'avais pas d'équipe foncièrement où j'ai eu beaucoup de mal à noter. Il y a quelques équipes comme ça où ça a été plus complexe, mais en gros j'ai réussi à m'en sortir assez vite du côté de ce Tour d'Espagne. Donc voilà, j'ai pas eu trop de soucis au niveau des notes. Il y a encore des très mauvaises notes. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont été transparentes. Il y a des notes plutôt bonnes aussi. Donc voilà, ça s'équilibre, je trouve plutôt pas mal du côté des notes de cette Vuelta. On commence tout de suite avec la première équipe, donc celle qui a la moins bonne note, hein, de la moins bonne à la meilleure. C'est la Picnic. Picnic PostNL, 1 sur 20. Il y a deux équipes, hein, 1 sur 20. Je précise. La Picnic PostNL, pourquoi je mets une note aussi faible du côté de la Picnic PostNL? Il n'y avait pas beaucoup d'attentes au départ de la course. Ça, c'est clair et net qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes, vu l'effectif qui était quand même extrêmement faible. Malgré tout, il y avait quand même un sprinter. Van Uden, transparent. Alors, il a abandonné au bout de 10 jours de course, mais de toute manière, sur ces 10 jours de course, il n'y a rien à conserver. Ça a été mauvais de la part de Caspar Van Uden, surtout par rapport à ce qu'il avait fait sur le Tour d'Italie.
Il y avait quand même Vermark. Je me disais, Vermark, moins de densité au départ, des étapes assez punchy, ça peut lui convenir. Il a pris des échappées, Vermark, hein. Et dans les échappées, il a jamais été très loin. Il a souvent été lâché assez loin. Alors, il fait, je crois, un top 5, un truc comme ça. Mais ça reste pas suffisant, je pense, pour un coureur du talent de Vermark. Peut-être déjà la tête chez UAE. Il fallait qu'il en profite parce que chez Picnic, il aura la possibilité d'être leader, ce qui ne sera pas le cas, je pense, chez UAE. Et puis après, bon, Patrick Eddy, Chris Hamilton, Kort, Lemreise. On a vu un petit peu Juan Guillermo Martinez sur certaines étapes, le jeune Colombien, mais c'était trop faible, trop faible. Je peux pas mettre une meilleure note du côté de la Picnic Postnel. On est quand même sur une équipe World Tour, sur une équipe qui en plus arrive toujours, alors à part quelques fois, mais qui arrive toujours normalement à s'en sortir un petit peu. La dernière fois que j'avais trouvé cette Picnic ou cette DSM, cette équipe a changé quand même pas mal dedans ces derniers temps en difficulté, c'était sur le Tour il y a 2 ans où ils étaient passés, c'était le Tour 2023 ou le 2024? 2023, parce que le 2024, c'est l'année Romain Bardet. En 2023, je sais pas si vous vous souvenez notamment du contre-la-montre, le dernier contre-la-montre où ils étaient arrivés en retard, où ils étaient tombés dans le premier virage, mais ça avait été une catastrophe, où ils étaient complètement sortis de leur course après une semaine. Donc voilà, c'était une équipe qui m'avait déçu sur ce Tour de France-là. Là, c'est un peu pareil, même s'il n'y avait pas beaucoup d'attentes au départ. On aurait pu s'attendre à mieux du côté de la Picnic Postnel. C'était beaucoup trop décevant du côté de cette formation. Deuxième équipe à 1 sur 20, la Cofidis. C'est pas une surprise. Du côté de la Cofidis, hein, on a vu Samitié dans les échappées. Voilà. Une ou deux fois Errada. Et on a vu Samitié. Cocard fait un top 10. Voilà. Non, le bilan, il est catastrophique. Le bilan, il est catastrophique du côté de la Cofidis. Cette année, sur les grands tours, c'est le néant. Je crois que leur meilleur, ça a été le Giro et c'était déjà pas fameux. Le Tour de France et le Tour d'Espagne, ça a été un peu le même combat. Mais Cofidis a été transparent. Il y a quand même un nombre d'échappées que Cofidis a raté. C'est-à-dire, certes, t'as pas forcément de la réussite par rapport aux objectifs que tu t'étais fixé au départ. Ok, ça peut arriver. Mais je suis désolé, des équipes comme la Lotto, qui pourtant n'avaient pas un gros effectif au départ de cette Vuelta, ont été plus visibles que la Cofidis. On n'a quasiment jamais vu la Cofidis. Kokar, Agniolkowski, pas top. Samitié est le seul qui s'en sort un peu sur cette course. Bourman, transparent. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de chez Bourman, mais à la fois le Tour de France et le Tour d'Espagne, transparent. Simon Kerr, année extrêmement compliquée. Voilà, il abandonne très vite sur cette Vuelta sans avoir pu s'exprimer. De toute manière, l'année a été catastrophique pour lui. Et puis Oliver Knight, il abandonne très vite. Et c'est dommage parce qu'il avait fait un bon Tour de Wallonie, donc ça aurait été intéressant peut-être de le voir sur des étapes un peu plus tard dans la course, du côté d'Oliver Knight. Paul Ourselin. C'était déjà compliqué les grands tours pour Paul Urselin du côté de la Total Energy, ça s'est pas amélioré chez Cofidis. Moi je trouve ça incroyable l'an dernier qu'il a réussi à trouver un contrat chez Cofidis. Enfin, qu'il a réussi à avoir un contrat en World Tour, moi je trouve ça incroyable du côté de Paul Urselin, parce que c'est quand même un coureur qui est très moyen. C'est un coureur qui est moyen, voilà, Paul Urselin. Donc, que ce coureur-là ait réussi à retrouver un contrat, c'est assez surprenant. Voilà. Des fois, il y a de la magie dans le cyclisme. Il y a des coureurs, tu te dis, comment ça se fait qu'ils soient encore là dans le cyclisme? Je parlais de Puccio la dernière fois, dans la vidéo des transferts. Je me suis dit, j'ai jamais compris qu'est-ce que Ineos ou Sky trouvait à Puccio. Parce qu'il a fait toute sa carrière dans cette structure-là, je l'ai toujours trouvé inférieur au niveau global que l'on pouvait attendre dans cette équipe. Bah, Paul Ourselin, chez Total Energy, c'était quand même pas fou, mais encore une fois, chez Total Energy, il venait du Vendée U, il y avait... C'est quand même une équipe qui marche à l'affect, quand même pas mal Total Energy. Cofidis, je me demande quand même pourquoi on l'a recruté. Autant il y a d'autres coureurs, Bourman, Tuns,
Encore une fois, c'était l'idée de les relancer. Autant Paul Orselin, il aurait déjà fallu qu'il se lance à un moment. Je vais être méchant, mais bon, c'est quand même un coureur qui n'est pas exceptionnel, qui avait un rôle d'équipier chez Total Energy et qui n'était pas forcément bon dans ce domaine-là. Donc oui, pas forcément extrêmement convaincu par la Cofidis. Hein. Donc 1/20 du côté de la Cofidis, c'est un peu le même combat que la Picnic sur cette Vuelta, mais avec le fait qu'on est en plus. Comparé à la Picnic, j'aurais peut-être même plus différencié, mettre la Picnic un point au-dessus, parce que la différence, c'est que la Picnic n'a pas raté autant d'échappées que la Cofidis. La Cofidis, il y a aussi ce facteur-là. Je trouve que tu rates tes objectifs, ok, mais alors Bourman, ça n'empêche pas de prendre des échappées. Aucune échappée. Bourman, je sais pas, il doit finir au-delà de la 100e place au général. La personne à qui j'avais dit en Fantasy League de dire, j'avais dit, oh, mais c'est pas mal d'avoir pris Bourman, il doit regretter d'avoir fait ce choix-là après coup. Quand même, c'était une prise de risque, mais je m'attendais pas quand même à ce qu'il soit autant transparent, quoi. Bourman, c'est vrai que là, ça a été, cette année, ça a été un échec, Bourman. Pourtant, en juin, on pensait que la machine commençait à se mettre en place, et puis juillet, transparent. Août, septembre, transparent aussi du côté du coureur allemand. La Burgos, j'ai mis 3/20 à la Burgos. En gros, la Burgos, on l'a aussi peu vue que la Cofidis. Mais je pars du principe quand même que l'effectif de base était moins bon. Parce que du côté de la Cofidis, tu pars quand même avec Herrada, Bourman, Simon Kerr, même si la saison est compliquée, Brian Cocard. Brian Cocard, il y a encore 2-3 ans, il rivalisait avec Mats Pedersen. Donc quand tu vois le niveau de sprinter au départ, tu te dis, ah, il va pouvoir faire des bons sprints, Cocard. Transparent. De toute façon, Cocard et la Vuelta, je pense que ça a toujours été un rendez-vous manqué. Parce que je pense à un mec qui aurait dû gagner des étapes sur la Vuelta, et ça n'a jamais voulu le faire. Du côté de la Burgos, j'ai été un peu moins dur avec la Burgos dans l'idée de se dire, c'est quand même pas le meilleur effectif du monde. C'est pas du tout un budget qui est capable de rivaliser même avec le budget d'une Cofidis, il doit y avoir, c'est plus du double, je pense, avec Cofidis par rapport au budget de la Burgos, double ou peut-être 2,5 même d'écart. Donc voilà, la Burgos, c'est pas du tout le même monde que ces formations-là, un petit peu comme à Euskaltel l'an dernier. Burgos et Euskaltel sont des petits poussés, même par rapport à la Cara Rural et Kern Pharma. Malgré tout, du côté de la Burgos, alors on a pris des échappées sur le plat, mais il y a quand même, là aussi, il y a eu des ratés sur les prises d'échappées. Je trouve du côté de cette formation. Alors, on pâtit du fait qu'on n'avait pas José Manuel Diaz, qui je pense est quand même le meilleur grimpeur de l'équipe. C'est vrai que l'effectif au départ, il est quand même pas si dingue que ça, même si on a Guillermo, j'ai oublié son nom, Burgos, on avait Fagundes, mais le problème c'est que le petit Fagundes, il a abandonné extrêmement tôt, on finit seulement à 4. Et on s'est retrouvé à 4 très tôt, hein, après quasiment une semaine de course, hein, dès la 12e étape. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui a perdu 3 coureurs avant la première journée de repos, que ce soit Fagundes étape 8, Cavia étape 7, Garcia Pierna étape 4. Donc là aussi, hein, je pense qu'on n'a pas sélectionné les bons coureurs. Alors après, forcément, quand t'es plus que 4, c'est compliqué derrière de faire des attaques. Alors on a mis quand même des coureurs dans les échappées, mais on a raté des grosses échappées, je trouve, du côté de la Burgos. Et puis, oui, on a Choumi, il s'est quand même pas mal accroché pour le général. Or, à la fin, il craque complètement. On a du mal à comprendre comment on a géré Choumil aussi du côté de la Burgos Bourg-Pellet parce qu'on l'a assez peu mis dans des échappées. Alors que pour moi, Choumil, on pensait vraiment qu'il allait faire top 15 sur cette Vuelta. Voilà, je me dis que en gros, il fallait le mettre dans des échappées et jouer plutôt les étapes. Voir pourquoi pas un classement annexe. Mais le faire jouer le général, ça me semble pas forcément la bonne idée. Oui, et puis c'est dommage d'avoir perdu Fagundes très vite hein, sur ce Tour d'Espagne. Ça, pour moi, c'était le meilleur coureur des 8 engagés au départ. Mais quand tu regardes l'effectif, vous l'avez à l'écran, mais c'était quand même extrêmement faible. Du côté de la Burgos, Bourg-Pellet, c'est quand même des coureurs qui ont du mal déjà à obtenir des résultats, parfois sur des courses de type Pro Series ou même des 2-1. Donc, être en capacité de rivaliser sur un grand tour, on savait que ça allait être compliqué pour la Burgos Bourg-Pellet. Donc 3/20, j'ai pas voulu être trop méchant avec eux.
Mais vous avez bien compris que pour moi, ce n'était pas suffisant. Voilà, sur cette épreuve. On poursuit avec le déroulé des notes, pardon, et on continue avec une équipe australienne, pardon, mi-australo-arabo, voilà, c'est toujours un doute, avec la Jayco Alula. On parlait des équipes États, la Jayco Alula en fait partie aussi, avec le nom d'une ville d'Arabie Saoudite. Elle fait la promotion de l'Arabie Saoudite. La Jayco Alula, compliqué. Alors, il y a bien eu Foldager, Kellen O'Brien, on va dire, qui ont un peu sauvé la mise, mais ça a été difficile. Ben O'Connor, on a compris assez vite hein, quand même que ça allait pas du côté de Ben O'Connor. Ça, au fur et à mesure des jours de course, c'était compliqué. C'est quand même fou, Ben O'Connor, parce que tu te dis que la réussite de sa saison s'est jouée sur la première étape du Tour de France. Ça s'est joué sur la chute. Ça a complètement modifié sa saison. D'un coureur qui aurait peut-être pu faire top 10 sur les 2 grands tours, ça se transforme à une victoire d'étape du côté du Tour de France et un Tour d'Espagne très compliqué. Ça a changé complètement la donne du côté de Ben O'Connor. Mais, encore une fois, l'équipe Jayco Alula, il n'y avait pas que Ben O'Connor au départ. On avait plutôt mis la belle équipe avec à la fois Dunbar, Booman, Harper. Booman, il a abandonné très tôt. Vraiment, il m'a absolument pas marqué sur cette épreuve. Con Booman, Chris Harper, inexistant. Il a abandonné plus tard, mais il a été inexistant quand même sur ce Tour d'Espagne. Et Dunbar, ça a été extrêmement poussif du côté d'Eddie Dunbar. C'est pas le Eddie Dunbar qu'on avait vu l'an dernier. De toute manière, je pense que avec la Jayco Alula, l'amour a duré 1 an. Voilà, ça a été très court quand même. Il y a eu une première année qui était très intéressante du côté d'Eddie Dunbar. L'année numéro 2, il la sauve sur la Vuelta, mais il la sauve vraiment sur la Vuelta. L'année numéro 3, bon bah voilà, hein, ça a été compliqué cette année pour Eddie Dunbar. Du côté de cette Jayco Alula, il n'a jamais eu ce rôle de leader de rechange. Moi, je m'étais dit au départ, Ben O'Connor va être leader numéro 1, mais comme il a fait le Tour de France, on va quand même garder en stock Dunbar. Dunbar, de toute manière, n'a jamais eu le tempo, n'a jamais été dans le rythme pour avoir ce rôle de leader de rechange. On parle quand même d'un mec qui a fait 7ème du Giro. C'est pas il y a une éternité en plus qu'il a fait 7ème du Giro. Donc il est passé à côté Dunbar. Voilà, je trouve qu'il est passé complètement à côté de sa course. Et puis après, derrière, bon, on essaye de sauver un peu la mise. Mais bon, Foldager et à la fois Kellen O'Brien, c'est pas suffisant. On avait quand même des attentes un peu plus importantes que cela du côté de la Jayco Alula, donc ça reste décevant. Alors oui, on a pris quelques échappées avec Gamper, mais encore une fois, Gamper, c'était trop compliqué souvent pour lui. Yul Johnson, transparent, on l'a pas vu sur ces 3 semaines de course. Il est à l'arrivée, mais on l'a pas vu. Donc ouais, la Jayco Alula, je peux pas mettre plus que 4 sur 20. Je mets 4 sur 20 parce que Dunbar a pris quelques échappées, qu'il y a eu quelques résultats pour Foldager et O'Brien. J'ai pas voulu être trop méchant, on va dire, mais ça reste quand même pas fameux du côté de la formation australienne. On poursuit du côté de cette Vuelta avec les notes de la course. Intermarché, 5 sur 20. Ça fait partie. C'est une équipe, j'ai eu beaucoup de mal à la noter. Intermarché. Parce que il faut quand même bien dire qu'au départ, je n'en attendais rien de l'Intermarché. C'est-à-dire que quand tu regardes l'effectif au départ, Mentis, Arne-Marit. Un peu Hart, mais qui je trouve a du mal quand même. La transition espoir, la transition réserve et équipe 1, il a du mal à la faire, je trouve, Hart. Je n'ai pas été impressionné par cette saison chez Intermarché Venti de la part de Hart. J'en attendais un peu mieux. Voilà. De la part du coureur néerlandais. Mentis, il est dans le top 15 jusqu'à sa chute, à 2 jours de l'arrivée. Et ensuite, je sais plus, il finit 16e ou 17e. J'en attendais pas beaucoup plus de Mentis, en gros, au niveau d'un classement général. Ça, je m'attendais pas à ce qu'il fasse 5e du classement général de la course, quoi. Mentis, ça fait quand même depuis quelques temps qu'on voit que la courbe il est sur le déclin, Mentis. Voilà,
Il est plus au niveau qu'il avait il y a 4 ou 5 ans, où il enchaînait les places, on va dire, d'honneur sur les grands tours. Là, c'est plus compliqué pour lui. Et puis après, le reste de l'effectif. Après, c'est Arne Marit. Bon, Arne Marit, quelques places d'honneur, mais je pensais difficilement qu'il allait gagner une étape quand même, Arne Marit. Pour moi, il aurait fallu quand même un petit peu de surprise du côté du coureur belge, et après le reste, tu savais que ça allait être compliqué. Petilly peut-être, mais Petilly il tombe en milieu de course, dans une échappée en plus. Dion Smith, bon. Il y a une époque qui était intéressant, Dion Smith. Aujourd'hui, c'est vraiment entré dans le rang. Je pourrais regarder même ses derniers résultats, parce que je viens de récupérer Internet. Ça a coupé entre midi et 13h. En plus, c'est vraiment, il travaille sur la ligne. Dion Smith, oui, oui. On est à 152 points UCI, dont 125 marqués grâce à sa victoire sur la Volta NXT classique cette année. Donc, ça veut dire que pour le reste, c'est un peu le néant, Dion Smith. Parce qu'à une époque, c'était un coureur qui était sprinter puncher, on va dire. Qui était très bon sur les sprints en boss, Dion Smith. Oui, il a quand même gagné la Coppa Sabatini, par exemple, dans son palmarès. C'est un coureur qui était très performant dans ce registre-là. Chez Intermarché, il est quand même complètement rentré dans le rang. Il a encore 1 an de contrat chez Intermarché, mais bon, encore une fois, en attente de la fusion. Mais oui, c'est plus ce que c'était, Dion Smith. Et encore, on aurait pu se dire, il va faire un très gros travail pour son leader. Arne Marit a souvent dû se démerder seul, quand même. Sur les sprints, il a rarement été super bien accompagné. Et Arne Marit, oui, j'en attendais pas grand-chose sur cette épreuve. Celui que j'attendais un peu plus, c'était Hub Hart, mais qui, je trouve, fait pas une grande année. Hub Hart. Arne Marit, il fait une 3e place, voilà, à Saragosse, et 6e à Guigelo. Bon, je dirais qu'il est dans les clous, mais encore une fois, c'est pas suffisant. Mais après, on parle quand même d'Arne Marit, on parle pas d'un champion du monde en puissance non plus. Et du côté d'Hub Hart, ouais, c'est compliqué, je trouve. Cette première année chez Intermarché, elle est pas super. C'est quand même un coureur qui a été champion d'Europe, qui a remporté Gand aussi l'an dernier, et qui a été très performant sur les classiques en général ou Hart. Donc je m'attendais à mieux de la part du néerlandais, qui je trouve a été en difficulté, voilà, sur cette saison. Il fait demain la Super 8 classique et le Tour de Hollande aussi, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle course de fin de saison, le Tour de Hollande. Je sais pas si elle va être diffusée. C'est une nouvelle course, voilà, au calendrier, le Tour de Hollande, qui va être sur des étapes. Ça va être intéressant, cette course. Il faudra la suivre, je pense. Ça va être de toute façon, les courses de fin de saison sont souvent très ouvertes, donc c'est toujours intéressant de suivre ces épreuves-là. Entre 5 et 10, désormais. La Loto, 6 sur 20. On a essayé du côté de la Loto. On a essayé avec Viviani. Bon, au final, il n'y a eu qu'un sprint du côté de Viviani. En gros, c'est vrai que il a été déclassé d'un sprint et il y a eu une 4e place sur la première étape. En gros, il a fait 2 sprints Viviani. Après, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Et puis après, derrière, on a tenté avec Segart, on a tenté avec beaucoup de coureurs, mais on n'avait pas de grimpeurs. À part Sepulveda, ce qui reste très léger. Oui, on a tenté avec Grégard dans beaucoup d'échappées, on a tenté avec Segart. Mais on n'avait tout simplement pas les coureurs pour faire des bons résultats. On misait quand même sur Viviani, parce que c'était quand même une prise de risque. L'effectif était très faible. Là au départ du côté de la Loto. Donc il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et on savait dès le départ que ça allait être compliqué pour cette équipe-là. Je dirais que c'est même plutôt pas mal pour Viviani d'avoir pris cette 4e place.
s'il n'y avait pas eu le déclassement, peut-être que j'aurais mis un point de plus. Moi, j'ai trouvé que Segart, il a essayé, mais c'est pas un grimpeur, Segart. Gregard, il a essayé, mais c'est pas un grimpeur non plus, Jonas Gregard. Donc, c'était un peu compliqué avec autant de rouleurs de réussir à obtenir des résultats sur une course comme la Vuelta. Voilà, c'était quand même un peu fort de café, quoi, au départ. Donc, je mets 6 sur 20, mais en sachant que tu savais très bien que ça allait être compliqué pour cette formation-là d'atteindre la moyenne. Il n'y a pas de miracle à un moment dans le cyclisme, c'est-à-dire que là, les coureurs qui étaient au départ, tu savais très bien que c'était pas forcément les meilleurs du peloton. Donc, voilà, il y a un moment, il n'y a pas de miracle dans le cyclisme, hein. Quand t'as pas les meilleurs coureurs, t'as pas les meilleurs coureurs. Il y a un moment, tu peux pas faire des miracles, quoi, hein. Et quand t'emmènes des coureurs qui n'ont pas forcément le bon profil pour une épreuve comme celle-là, c'est sûr qu'il faut pas t'attendre non plus à un miracle. Encore une fois, la Lotto, quand tu prends des rouleurs sur une course qui est aussi difficile que la Vuelta, avec autant d'arrivées au sommet, tu savais bien que ça allait être difficile. Voilà. Donc, du côté de la Lotto, 6 sur 20, mais encore une fois, on savait qu'il n'y aurait pas forcément de miracle. Astana, XDS Astana, j'ai mis aussi 6 sur 20, mais j'ai eu beaucoup de mal à noter cette équipe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Parce que on peut pas dire non plus qu'ils soient complètement passés à côté. Ils ont pris quand même beaucoup d'échappées. Astana avec Vinokourov, notamment, qui se trouve à surnager un petit peu dans cet effectif. Avec notamment Terrada aussi, avec Fortuna Auto en début de course, qui a ensuite quand même pas mal disparu. Mais en réalité, du côté de l'effectif Astana, ça manque d'un résultat marquant. Certes, on venait pas forcément pour le général, quoique, on aurait pu essayer de le faire. Terrada fait quand même 12. C'est correct, mais c'est plutôt bien. On aurait pu jouer les victoires d'étape. Souvent, on a eu meilleur que soi dans les échappées. Je pense notamment à Fortunato qui tombe sur Jevine. Bon, voilà, ça a été compliqué pour certains. Le classement de la montagne, on y a pensé pendant 4-5 jours, et puis très vite, après l'étape d'Andorre, on y pense encore, mais après l'étape d'Andorre, déjà, Fortunato, il marque pas beaucoup de points. Et en gros, Fortunato, un peu comme un David Gaudu, il a ensuite complètement disparu sur le reste de la course. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu quasiment deuxième, troisième semaine, Fortunato, on le voit pas. Wood Pulse, là encore, hein, tu sens que le poids des ans se fait sentir. Masnada, c'est pas le Masnada qu'on a connu chez Androni. Et puis après, oui, il y a eu des échappées avec Conchi, avec Vinokourov, mais ce sont pas les meilleurs coureurs de l'équipe. Et tu savais que... Encore, je trouve que Vinokourov s'en est plutôt bien sorti, hein. Encore une fois, mais Conchi, tu sais que c'est pas forcément son profil préféré. C'est vrai que j'aurais peut-être même voulu le voir tenter des sprints, Conchi. Le voir dans des arrivées massives, notamment en deuxième ou troisième semaine, voir ce que ça aurait pu tenter, ce que ça aurait pu faire en termes de résultats. Mais oui, du côté de la Astana, ça a été compliqué pendant ces 3 semaines de course. Il n'y a pas eu véritablement de miracle, voilà, du côté de Astana. Donc, je dirais qu'on est sur des résultats qui sont moyens. J'ai hésité vraiment, ça aurait pu être un 7, ça aurait pu être un 8. Moi, j'avais des attentes envers Astana sur cette Vuelta, donc c'est pour ça que j'ai dégradé la note. Peut-être que certains avaient moins d'attentes, notamment sur des victoires d'étape ou sur le classement de la montagne, par exemple. Considérons que cette note de 6 sur 20, elle est sévère. De le mettre à égalité avec la Lotto, c'est sévère. Mais au final, je suis quand même bien déçu de ce qu'a fait la Astana. C'est la première fois, même, je dirais, de la saison que je suis déçu par Astana. Alors, autant sur les autres courses, j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu, autant là, c'est l'une des rares fois où ils m'ont déçu cette année. Donc dommage du côté de la formation kazakh que ça soit pas arrivé au bon moment pour eux. On poursuit avec Arkea. J'ai mis 7 sur 20 pour Arkea. Pour moi, leur Vuelta, elle se fait en 2 parties du côté d'Arkea. Il y a cette première partie qui est vraiment très intéressante, notamment avec Christian Rodriguez et Raúl Garcia Pierna, où je trouve que la course est vraiment pas mal. Où on voit Raúl Garcia Pierna, notamment
être pas très loin au niveau du maillot blanc, sur des arrivées au sommet, faire vraiment des très bons trucs. Je pense notamment l'étape que Vingegaard gagne la deuxième étape que Vingegaard gagne, où il réattaque dans le final et il finit vraiment sur un très très gros tempo. Je trouve que ce jour-là, il est vraiment bien. Raúl Garcia Perna, il me fait plaisir. Christian Rodriguez, pendant très longtemps, il est entre 15 et 10 au niveau du classement général, donc c'était ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de Christian Rodriguez. Et puis, bah, Rodriguez, il va abandonner très vite, et Garcia Perna aussi. Et en fait, à la fin de la première semaine, bah, la course change. Alors, tu auras quand même Jente Biermans qui fait quelques résultats sur les sprints. Mais on sait très bien que c'est trop limité sur les sprints Jente Biermans pour aller chercher un Pedersen ou un Philipsen. Donc il fait quelques résultats. Je dirais qu'il est à son niveau. Après, on tente des échappées. Moi, j'ai bien aimé Louis Roulant. Voilà, sur ces 3 semaines de course. Léandre Lozoué également, c'était intéressant du côté de cette équipe. Mais on a compris quand même aussi que on avait perdu les 2 meilleurs éléments et qu'après derrière ça allait être compliqué. Donc là aussi c'est compliqué l'Arca BNB Hotel parce que si on s'arrête au bout de 10 jours de course, pour moi ils sont à 12 sur 20, 13 sur 20. Sauf que ça dure 3 semaines et qu'en deuxième et troisième semaine derrière, là, je dirais que la note se dégrade au fur et à mesure pour moi du côté de cette formation. Je dirais que voilà, ça a été de moins en moins bien au fur et à mesure de la semaine. Alors même si tu arrives à sauver des meubles, on va dire, avec Lozoué et Louis Roland, mais je dirais que ça ressemble en fait à ce qu'a fait la Lotto. Aussi, tu sais très bien que ces 2 coureurs-là, ils vont avoir du mal quand même à aller gagner des étapes. Et puis après, bah oui, Raúl Garcia Pierna est plus là. Moi, j'aurais bien aimé le voir dans des échappées, dans des étapes plus dures, voir ce que ça aurait donné. Donc c'est de la frustration, voilà, du côté d'Arkea BNB Hotel. Je pense en interne aussi pour eux, mais moi j'ai été frustré voilà par cette équipe. Donc ouais, je mets 7 sur 20 parce que j'ai eu du mal à mettre plus de points du côté de cette formation. La EF, en fait c'est mitigé. Beloki, très bien. Sean Quinn, très bien. James Shaw, très bien aussi. Mais 3 coureurs peuvent pas sauver le reste de l'équipe. Mads Mikkels, parler de Van Uden, Mikkels il a été jusqu'au bout. Hein. On l'a pas vu, Mikkels. Alors c'est une année compliquée pour Mikkels, hein, parce que c'est vrai que après la médaille de bronze au championnat d'Europe, il a un peu du mal quand même à avoir des gros résultats. Mais là, avec une densité plus faible, on aurait pu s'attendre à mieux quand même de la part de Mads Mikkels. Bon, Chavez, j'y crois plus depuis longtemps en fait à Chavez, donc je suis pas surpris. Je me demande même pourquoi j'avais l'impression qu'en début de course on courait pour lui en tant que leader pour le classement général. Alors je me disais Chavez classement général, ça fait quand même depuis quelques années qu'il est tellement irrégulier qu'il vise plus ça. Déjà s'il arrive à faire une bonne échappée sur un grand tour, on est content. Chavez, c'est aller 2 jours bien dans l'année, 3 jours bien dans l'année pour 60 jours de mauvais. Donc c'est pas, c'est un coureur quand même. Chavez, ça fait partie des coureurs. Le jour où il prendra sa retraite, Chavez, énigme. Hein. Non, parce que d'un coureur qui, je rappelle, si on regarde un peu le palmarès de Chavez dans ses jeunes années, c'est quand même un coureur qui était vraiment très bon. Vainqueur du Tour de Lombardie quand même. Vainqueur du Tour de Lombardie. À l'époque, il a 26 ans. Voilà, tout son passage, sa première partie de carrière chez Orica Green Edge et Columbia, c'est très bien. Puis ça s'est arrêté. Voilà. Et depuis, c'est hyper irrégulier. Alors, il y a eu des victoires d'étape, je pense, sur le Giro. Depuis 2020, c'est quand même très dur. Je trouve, à part 2021, qu'est-ce qu'il gagne en 2021 ? À une étape du Tour de Catalogne. Ouais. Mais c'est transparent, quoi, depuis quelques temps, Chavez. Et là encore, hein, cette année, il y a un top 10. Andorra, Morabanc, Classica. Voilà. Et non, il n'y a pas qu'un top 10, il y a 3 top 10. Parce qu'il y a aussi 2 étapes sur le Tour d'Autriche et le classement général. Mais bon. On rappelle quand même que ce coureur-là était hyper prometteur en début de carrière. C'est-à-dire que... Et ça s'est vraiment arrêté à 26-27 ans. J'irais un peu comme un Calme Jeanne. C'est des coureurs où tu te dis à un moment,
qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et je pense que c'est plus mental que physique. Il y a un moment, il s'est passé un truc. Alors Calmejane, il disait, je pense, vu les propos qu'il avait par rapport à Eddie Finet, je pense qu'il y avait de la lassitude chez Calmejane et qu'il a jamais retrouvé la motivation. Est-ce que c'est la même chose du côté de Chavez? Est-ce qu'il y a eu un problème physique que nous on n'a pas vu? Mais aujourd'hui, il a 35 ans. C'est sa dernière année de contrat avec l'AEF. On verra s'il retrouvera un contrat pour l'an prochain, parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu d'annonce pour Chavez. Où est-ce qu'il prendra sa retraite, ce qui n'a pas été indiqué. Mais s'il prend sa retraite, oui, ça restera une énigme, Chavez, pour moi. Vraiment une énigme, ce coureur, par rapport à sa carrière. Parce que je me disais, à un moment, oui, il allait gagner un grand tour. Sa première partie de carrière, elle est vraiment bonne. Il fait deuxième du Giro aussi. Voilà, j'avais oublié, c'était le Giro, la Vuelta, où il fait deuxième. Mais voilà, sa première partie. Et puis à 26-27 ans, ça s'est arrêté. Et après, derrière, ça a été quelques moments épisodiques de très bons résultats, mais enchevêtrés dans beaucoup de déceptions du côté d'Esteban Chavez. Archer Ryan aussi, qui a abandonné assez vite. Et puis dans les déceptions, en plus de Michael Sneruka, qui a un peu disparu quand même, le Britannique. Je trouve, il y a eu en troisième semaine aussi un petit peu Van der Lee, qui a plutôt bien fini pour un coureur qui participait à son premier grand tour. Mais en gros, ça sauve pas un bilan global qui est décevant du côté de l'AEF. Même si, voilà, encore une fois, il y a des éléments qui ont été intéressants. Je pense à Beloki, je pense à Sean Quinn, James Shaw, Van der Lee. Vous avez la moitié de l'équipe qui est intéressante, la moitié de l'équipe qui a été transparente. Et je trouve aussi que du côté de cette formation, on n'était pas forcément parti avec le meilleur effectif, donc c'est pour ça que je les détruis pas non plus en termes de notes. Pour moi, voilà, ça vaut pas plus qu'un 7 sur 20. C'est pas le rattrapage. Voilà, là, pour moi, il n'y a pas tant de choses que ça à rattraper du côté de cette formation, donc c'est pour ça que je mets un 7 sur 20. Pour moi, c'est un peu comme Arkea. Arkea, il y a de la frustration, et voilà, les bons résultats sauvent pas le bilan d'ensemble qui est pour moi décevant du côté de cette formation. On poursuit avec Lidl Trek. Alors certains vont dire que j'ai noté sévèrement Lidl Trek. J'ai mis 8 sur 20 à la Lidl Trek. Oui, certes, on a une victoire d'étape. Mais quand même, est-ce qu'on venait quand même pas pour autre chose qu'une seule victoire d'étape? Moi, c'est quand même un peu la questionnement, parce que Pedersen, certes, il gagne le maillot vert, mais ça n'a pas été du tout le meilleur sprinter de la course. Il a eu du mal en opposition directe face à Philipsen, mais même face à Ethan Vernon, même face à Ben Turner. On s'est jamais trouvé avec Craig Anderson. Ça a été vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'on a beaucoup roulé du côté de la Lidl Trek pour les sprints de Mats Pedersen, pour des résultats qui sont quand même très moyens. Et on s'est jamais trouvé dans le final. Danouille, Craig Anderson, Pedersen, ça n'a jamais marché. Ça n'avait déjà pas marché au final sur le Tour du Danemark. Parce que le seul sprint massif du Tour de Danemark, c'est l'étape où Mats Pedersen fait le moins bon résultat. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille à ce moment-là, ce qui n'a pas été le cas. Je pensais vraiment que Pedersen allait s'en sortir beaucoup plus facilement. Il a même eu du mal par rapport à Luis Saola, du côté de la Movistar. Alors certes, il gagne le maillot vert, mais il gagne quand même le maillot vert sur des étapes où il n'y avait pas ses adversaires et en prenant des échappées. C'est même assez intéressant de se dire que malgré seulement un sprint intermédiaire, à chaque fois, il a quand même réussi à gagner le maillot vert sans avoir été largement celui qui gagnait le plus d'étapes. Mais quand même, ça reste une déception, je pense, pour Mats Pedersen. Ce Tour d'Espagne, il s'attendait à mieux. Et du côté de Ciccone, on l'a vu 9 jours, et puis ensuite il y a eu ces problèmes au niveau de la selle, et il a complètement disparu. Il n'est jamais vraiment revenu dans la course, comme Gaudu. Il y a des coureurs comme ça qui ont disparu très vite, et puis qu'on n'a pas revu ensuite. Même dans les échappées, Ciccone, ça a été compliqué du côté du coureur italien. Dommage, parce que je trouve que autour de Ciccone, on a bien bossé. Que ça soit Badjoli, que ça soit Julien Bernard, même Carlos Verona, ça travaillait bien autour de Ciccone, mais le leader, au bout d'un moment, a failli. C'est dommage, parce qu'il était plutôt bien positionné au classement général.
Mais derrière, ça a craqué et j'ai envie de dire, un peu comme toujours, Ciccone sur les grands tours, c'est un peu un rendez-vous manqué de la part du coureur italien, ce qui est triste parce que je pense qu'il a les qualités pour faire des bons résultats sur ces courses-là, mais à chaque fois, ça a merdé du côté de Giulio Ciccone sur ce type d'épreuve. Donc c'est pour ça 8 sur 20 parce que bah, on en attendait plus en fait tout simplement de la Lidl Trek en termes de résultats. Voilà, moi je trouve que ce n'est pas suffisant. Certains diront, moi je mets plutôt un 10, je mets plutôt un 12. Moi j'ai trouvé que c'était en dessous du côté de la Lidl Trek. Alors peut-être que j'avais trop d'attentes aussi du côté de cette formation. Décathlon, 8 sur 20 aussi. J'ai envie de dire, c'est un peu comme sur le Tour de France. C'est dommage de ne pas avoir mis plus de coureurs en échappée quand même. Et sur plus d'étapes. Parce que Félix Gall, bon, il a été en difficulté sur la troisième semaine. Ça c'est clair et net. Il a été en difficulté après la première journée de repos et puis ensuite sur la troisième semaine, ça a été difficile. Mais je pense que comme sur le Tour de France, on a fait l'erreur à chaque fois, c'est de l'entourer avec énormément de coureurs. Or, Félix Gall, que ça soit sur le Tour de France ou sur le Tour d'Espagne, il a surtout suivi. Il n'a pas tenté des coups de loin, il n'a pas tenté d'anticiper, il suivait les leaders. Quand tu suis les leaders, je suis désolé, mais t'as pas besoin autant de coureurs autour de toi. Je trouve qu'on a mis beaucoup de coureurs, encore une fois, autour de Félix Gall, qui auraient pu tenter beaucoup plus leur chance en individuel. Je pense à Léo Bizio, bon, qui a été malade, mais surtout à Scottson encore, qu'on a surtout laissé dans un rôle d'équipier, encore une fois, Scottson. On lui a pas trop laissé sa chance. Il y a des coureurs, moi je pense Nance Peters, bon, aujourd'hui c'est très compliqué du côté de Nance Peters, hein, on va pas se mentir qu'on n'est plus sur le coureur qui a remporté une étape sur le Tour de France et sur le Tour d'Italie. Un peu comme Victor l'a fait, on pourrait dire qu'il y a peut-être une sorte de malédiction du côté des coureurs de cette formation, quoi, à la fois gagné sur le Tour de France et sur le Tour d'Italie. Stone mi-tête, oui, on l'a vu, je crois, dans une échappée, mais ça a été assez discret quand même du côté de Johannes. Stone mi-tête, et puis Jordan Labroche, je pense pas au niveau de l'état de forme, c'était pas celui qu'il avait au niveau de du Tour de Burgos, pardon. Donc il était beaucoup moins performant que sur le Tour de Burgos. Armira, il a tenté en début de course. Mais il a tenté ensuite en deuxième moitié de course aussi. Il a pris pas mal d'échappées. Je trouve qu'il fait une Vuelta qui est plutôt intéressante, Bruno Armirail, avec en plus un très bon contre-la-montre de ce côté-là. Léo Bizio, dommage qu'il soit tombé malade juste avant la Vuelta, parce que forcément ça a des conséquences derrière sur son niveau de performance au coureur français. Donc et ce qui fait qu'il a eu une Vuelta très compliquée, où je suis pas sûr qu'il ait pris beaucoup de plaisir déjà, et je suis pas sûr qu'il ait tant appris que ça pour son premier grand tour. Léo Bizio, c'est dommage. Et puis Jordan Labrosse, c'est aussi dommageable qu'on ne lui ait pas fait faire plus de sprint en début de course. Donc ouais, en fait, on a tout mis derrière Félix Gall, sauf que quand ton leader déjà, bon, a du mal en troisième semaine, un peu fatigué, mais surtout quand t'as un leader qui est plutôt suiveur, je comprends pas trop cette idée de Décathlon on va dire, de mettre tous ses œufs dans le même panier et de pas avoir tenté beaucoup plus les échappées, ce qui je pense aurait pu être intéressant du côté de la formation française. On poursuit avec la Quick Step. 9 sur 20 du côté de la Quick Step. On a quand même perdu 2 coureurs très vite et j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné pour Paris-Peintre, qui abandonne dès l'étape 4. Il a à peine vu l'entrée en France, ce que disait Jackie Durand. Garofoli, j'ai trouvé très intéressant. On l'a vu dans beaucoup d'échappées, Gianmarco Garofoli. Je trouve qu'il a essayé. Vervac, au départ, il a essayé de jouer le classement de la montagne. Après, ça a été compliqué, mais on l'a vu quand même dans les échappées. Bon, Van Sevenant, il est notamment dans l'échappée où Landa fait 2 derrière Bernal. Donc, il a beaucoup roulé dans cette étape-là. Après, Van Sevenant, on sait que sur les grands tours, c'est un peu trop limité. Je suis pas sûr que ce soit le coureur qui récupère le mieux. Charman, transparent. Par contre. Alors Charman, j'en attendais beaucoup de son retour chez Quickstep. Ça fait partie des recrues qui m'ont déçu cette année. C'est-à-dire des gens que je m'attendais à mieux.
sur le fait de changer d'air. Je trouve pas que ça a été si exceptionnel que ça pour le moment, Sharman, même dans son rôle d'équipier. Et après, bah, Landa n'a pas remis encore du Giro complètement, et la préparation n'ayant pas été bonne, ça a été compliqué. On sent, mais il a tenté de faire le maximum, il a tenté de jouer. Après, il a fait avec les moyens du bord. Les moyens du bord n'étaient pas suffisants. Junior Le Cerf, 11e. Oui, notamment grâce à une échappée aussi du côté de Junior Le Cerf qui lui a fait reprendre 7-8 minutes, je crois, ce jour-là. Mais ouais, je sais pas, en fait. Sa 11e place m'a pas convaincu plus que ça au niveau du classement général. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. En 3e semaine, ça a été dur quand même pour Junior Le Cerf aussi, physiquement. Donc, bah, difficile, je trouve, du côté de la Soudal Quick-Step quand même si on a la 2e place de Landa. Mais c'est vrai que bah, il a fallu faire avec les moyens du bord, et les moyens du bord n'étaient pas exceptionnels. Voilà, tout simplement. Du côté de cette formation, donc ça n'a pas été évident du côté de la Soudal Quick-Step. Je pense que voilà, on en attendait mieux du côté de cette formation. Donc voilà, petite déception de ce côté-là, mais je dirais que ça aurait pu être bien pire aussi, on aurait pu passer complètement à côté. Je trouve qu'ils arrivent quand même à rattraper le coup un petit peu, notamment grâce à Landa, mais on rattrape le coup, on n'arrive pas quand même à s'en sortir plus que ça du côté de la Soudal Quick-Step. Donc je dirais que c'est une note de rattrapage au bac. C'est un 9 sur 20 parce que voilà, ça a été quand même compliqué sur certains aspects du côté de cette formation au bout de 3 semaines de course, voilà, du côté de la Quick-Step. La Bahreïn, 10 sur 20. Oui, on a rattrapé le coup avec Torsten Trahen, mais heureusement qu'il y a eu Torsten Trahen. En dehors de Torsten Trahen, l'équipe a pris l'eau quand même du côté de la Bahreïn. Buitrago, Tiberi, c'est un peu le même combat cette année pour les deux. C'est-à-dire qu'ils ont pas... Buitrago, saison où il y a eu des hauts, mais alors beaucoup de bas et des gros bas. Elle est assez difficile à expliquer sa saison, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques résultats positifs, mais alors très souvent ça a quand même été décevant Buitrago. Dès le début de saison, au final, je pensais que c'était parce que c'était le début de saison, mais en fait ça n'a jamais embrayé derrière du côté de Buitrago. Et Tiberi, il n'a pas confirmé son année 2024. Malheureusement, il n'a pas réussi à confirmer. Donc heureusement qu'il y a eu Torsten Trahen, surtout qu'on partait quand même avec une mauvaise nouvelle au départ, c'était la non-participation de Caruso, remplacé par Pickering, qui a été la 2e bonne nouvelle de la Bahreïn. Pickering dans les échappées, ça a été très bon pour un coureur qui normalement ne devait pas faire la course. Ça s'est un peu fait à la dernière minute, ça a été un peu ric-rac pour arriver jusqu'au départ. C'est positif. Voilà, du côté de Pickering, surtout qu'il a vraiment été présent sur les 3 semaines de course. Et ça, c'est intéressant pour le jeune coureur britannique, auquel je ne croyais pas beaucoup, il faut bien le dire, quand il est arrivé chez Bahreïn. Par contre, derrière, oui, il y a une déception pour moi, c'est Tiberi et Buitrago, qui ont été inexistants, il faut bien le dire, du côté du classement général. Et ça, c'est assez surprenant, mais encore une fois, c'est un peu une année qui a été difficile. Jack Egg, bon, c'est pas exceptionnel, Jack Egg. Hein. Disparu aussi un peu, hein, Jack Egg. Hein. C'est quand même un mec qui a fait des classements sur des grands tours. Aujourd'hui, il est un peu disparu. Burati, il a tenté les sprints, mais on sent que c'est pas un pur sprinter. Donc, malgré la faible opposition, ça n'a pas été facile. Et Ermakov, on l'a vu quelques fois en échappée, mais plus dans un rôle d'équipier. Il m'a pas marqué plus que ça. Voilà, Ermakov, du côté de la Bahreïn Victorious. Mais voilà, heureusement qu'il y a eu Torsten Trahen du côté de cette formation. Et Pickering, parce que Mathis Paskens, là aussi, ça fait partie des coureurs portés disparus sur cette Volta. On ne l'a pas vu. Mais voilà, bon, on peut être satisfait de certains coureurs du côté de cette formation de la Bahreïn Victorious, mais ça a été parfois compliqué, voilà, du côté de cette équipe. Parfois, ça a été quand même très laborieux pour la Bahreïn Victorious sur ce Tour d'Espagne 2025. On n'a pas toujours réussi à faire ce à quoi on était venu. Entre 10 et 15, donc encore une fois, il faut subdiviser, on va dire, ces notes. Je dirais jusqu'à 12.
c'est passable. On est rentré dans les objectifs, mais parfois pas beaucoup plus. Et au-delà de 12-13, là, ça commence à être des notes intéressantes. Je commence avec la première équipe qui est notée entre 10 et 15, c'est la Groupama 11 sur 20. Très dur à noter le tour de la Groupama, très très dur à noter, parce que vous avez le cas Godu. Moi, j'ai jamais vu ça dans un grand tour, un coureur qui est omniprésent dans les 4-5 premiers jours, qui disparaît complètement après 5 jours de course. Et en sachant qu'il n'y a pas de chute, pas de maladie, semblerait-il, du côté de Godu. Parce que en cas de chute, oui, on le comprend. En cas de maladie aussi. Par contre, là, il n'y a pas d'explication de la Groupama sur le fait que Godu ait été présent 5 jours, disparu après le chrono par équipe. Et on l'a même pas vu en échappée, au final, Godu. Parce que les échappées, c'est Brio Roland, c'est Clément Brazafonso. Godu, il n'a pas pris d'échappée. En fait, Godu, sa course, ça s'arrête après le contre-la-montre par équipe. Donc après la 5e étape. Ensuite, il a disparu. Et il n'y a pas eu... Et on l'a revu en tête de peloton sur l'étape 21. Voilà, en gros. C'est-à-dire, il y a une ellipse énorme de performance entre la 6e étape et la 20e étape où on sait pas où il est. Donc certes, il y a le maillot rouge, ça c'est très bien. Il y a aussi la victoire d'étape. Ok, c'est super. Mais après, comment expliquer ce néant, ce trou, le fait qu'il n'ait pas pris d'échappée en 2e et 3e semaine? On parle quand même d'un mec qui a fait 4e d'un Tour de France. Donc quand je dis Buitrago et Tiberi n'ont pas été excellents sur ce Tour d'Espagne, bah Godu, il y a quand même ce côté-là où pendant 15 jours on le voit pas. Et un grand tour, c'est pas seulement 5 jours de course. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que d'un côté, le maillot rouge et la victoire d'étape, c'est bien pour la Groupama FDJ, mais de l'autre, complètement transparent après derrière. Alors heureusement que du côté de la Groupama, c'est pour ça que je mets 11 sur 20, vous avez eu Brio Roland, vous avez Clément Brazafonso. Par contre, Stephen Kuhn, compliqué sur le contre-la-montre et sur la course. Mais il l'a dit, il a chopé la Covid et il l'a pas récupéré, tout simplement, de la Covid. Donc ça a été compliqué sur cette Vuelta. Bon, Guillaume Martin, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait Guillaume Martin qui a été le premier abandon de la course. C'est sûr qu'on venait peut-être avec Guillaume Martin en tant que leader et pas David Godu, mais c'est vrai que Guillaume Martin, ça a été compliqué. Rudy Mollard, bah, tu commences à voir le poids des ans se faire sentir. Rémi Cavagna, gros travail d'équipier plus que sur le chrono, en réalité. C'est plus son travail en tant qu'équipier qui m'a impressionné. Et puis Gruel, Brazafonso, Roland, je dirais les 3 jeunes, qui ont les 3 inexpérimentés, qui ont plutôt fait un bon Tour d'Espagne. Donc ouais, 11 sur 20 parce qu'il y a du bon encore une fois et puis il y a du moins bon du côté de cette équipe de la Groupama FDJ. Je dirais que c'est mitigé à la fin pour la Groupama FDJ. La Q36.5, 12 sur 20. 12 sur 20, super la 3e place de Pidcock, parce que c'est vrai qu'avant le début de cette Vuelta, on savait pas trop à quoi s'attendre du côté de Thomas Pidcock. Moi, j'avais beaucoup d'interrogations parce que c'est vrai que j'avais dit sur le Giro, il nous avait un peu promis la même chose et puis après, bon, ça avait fait un peu harakiri avec son équipe en disant oui, j'ai pas eu la préparation optimum. Donc je me demandais vraiment. Après, c'est vrai que je me disais, il a raté les championnats du monde de VTT. C'est qu'il a peut-être des grosses ambitions sur cette Vuelta et qu'il a peut-être tout mis en place pour être performant sur la Vuelta. Donc il y avait un peu cette double réflexion, on va dire, du côté de Thomas Pidcock. Et puis, il y a eu Fabio Criston également, Damian Ossone, qui ont été intéressants. C'est vrai que je trouve que Damian Ossone a fait une belle Vuelta, notamment pas mal d'échappées, mais aussi dans son travail d'équipier autour de Thomas Pidcock. Il a plutôt bien entouré Pidcock. Fabio Criston, qui a tenté sa chance sur quelques sprints où il y a eu quand même des belles places d'honneur, des 6e, 7e places. Pour un coureur qui n'est pas sprinter de formation, je trouve c'est pas mal. Après, pour le reste, globalement, l'équipe est quand même trop faible aujourd'hui pour accompagner un leader.
Alors heureusement, c'est que face à Pidcock, vous n'aviez pas la densité du Tour de France quand même, parce que ça aurait pu être plus compliqué pour Thomas Pidcock, trop longtemps seul. C'est pour ça qu'il utilisait souvent ses coureurs en début de journée dans la plaine, parce qu'il savait que à la fois Campoubry, Gonzalez, par exemple, De la Cruz, ne seraient pas efficaces en montagne. De la Cruz, on l'a pas vu. Zukowski, là aussi, on l'a vu plutôt récupérer des bidons. Et alors, il y a un coureur que moi, je ne savais même pas qu'il était dans cette formation tellement je ne l'ai pas vu, c'est Campoubry. Marcel Campoubry. Il y a beaucoup de coureurs sur cette Vuelta qu'on n'a pas vu, c'est assez extraordinaire. Mais alors, Marcel Campoubry, bah, ouais, là, certains ne l'ont peut-être même pas vu sur la liste de départ. Donc, ouais, du côté de la Q36.5, mitigé, voilà, pour cette formation, je dirais mitigé, mitigé. Pas convaincu par tout ce qu'a fait cette équipe, quoi. Donc, ouais, peut-être à repasser voilà, sur certains aspects du côté de la Q36.5. C'est pour ça que je comprends énormément le recrutement. Il faut renforcer encore cette équipe parce qu'on voit que dans l'effectif, si on veut dans les années à venir monter en World Tour, il faudra densifier le collectif. Et cette formation-là a fait pour le moment un énorme recrutement, notamment pour épaler Thomas Pidcock, mais qui peut être un vrai leader pour le classement général. Et ça, c'était quand même une incertitude avant ce départ de la Volta. Et cette incertitude, pardon, a été résolue. Voilà, cette équation a été résolue du côté du coureur britannique. La Movistar, 12 sur 20 pour moi. C'était difficile de faire mieux. Non, c'était compliqué de faire mieux. On aurait voulu une victoire d'étape. Voilà. Peut-être avec Castrillo ou avec Romo. Mais encore une fois, sans Enric Mas, sans Quintana, tu partais quand même énormément démuni. Aolar a fait une Vuelta tout à fait correcte au niveau des sprints. Un peu difficile en troisième semaine pour Aolar, sur le seul sprint qu'on a vu, mais sinon je trouve qu'il a été régulier. Bon, Castrillo, pas vraiment confirmé non plus sa saison 2024. On l'a vu dans quelques échappées, je crois, avant son abandon, mais à contre-temps. Cepeda, on l'a vu en début de course, mais ensuite il a très vite disparu aussi. Romo, il a tenté sa chance. Il a tenté sa chance notamment en deuxième semaine. C'est vrai que son abandon en tout début de troisième semaine est dommageable. Après, Rorarcas, bon, abandon extrêmement tôt dans la chute de Guillaume Martin. Pour le reste, voilà, on a entouré surtout Aola. Mais encore une fois, on pouvait s'attendre vraiment à beaucoup mieux de la part de la Movistar qui n'a pas été aidée par les blessés. Donc j'ai pas voulu être trop méchant. Voilà, avec la formation espagnole, quand on voit l'effectif au départ, je me dis que le contrat est plutôt rempli. Voilà, du côté de cette formation, on a tenté dans les échappées. Bon, voilà, il y a Olar qui prend des places d'honneur sur les sprints. En réalité, voilà, l'équipe était un peu trop faible cette année pour pouvoir espérer bien mieux sur ce Tour d'Espagne. On poursuit avec la Cara Rural, 12 sur 20 aussi. Pour moi, ça rentre dans les clous. Non, pour moi, ça rentre dans les clous. Alors oui, j'aurais aimé un coureur peut-être un peu mieux placé dans les échappées ou peut-être un peu mieux placé au classement. Ce qui aurait permis le 13 sur 20 ou le 14 du côté de la Cara Rural. C'était pas simple quand même pour cette formation-là de passer derrière la Cairn Pharma parce qu'on sait que c'est des équipes qui sont assez proches en termes de niveau. Donc il y avait réellement l'objectif, je pense, de faire aussi bien que la Cairn Pharma. Mais c'était loin d'être évident du côté de cette formation. Et après, on a quand même deux jeunes qui sont bien comportés, je trouve, dans cette équipe, avec Balderston et également Guardiano, bien positionnés au niveau du classement des meilleurs jeunes. C'est vrai que j'aurais attendu un peu plus de Guillermo Thomas Silva, l'Uruguayen, qui n'a pas forcément été exceptionnel. On a vu des échappées avec Molnar, avec Otruba, très présent dans les échappées. Nicolao, qui est là aussi, s'est bien positionné du côté du classement de la montagne et a essayé de le jouer jusqu'au bout. Bon, ça a été plus discret pour Baou et
et Molnar, mais je dirais globalement, c'est quand même une équipe qui a respecté la course, qui a essayé de donner son maximum pour la course, aussi en tant qu'équipe invitée. Bon, après, derrière, voilà, hein, au bout d'un moment, si t'as pas l'effectif le plus efficace du monde, c'est compliqué de faire beaucoup mieux. Voilà, moi j'aurais aimé peut-être un meilleur placement, peut-être un top 5, voilà, pour vraiment faire passer au-delà. Ou j'aurais surtout aimé plus échapper des Balderston et Guardiano. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as perdu plus de 10 minutes, tu peux te permettre d'aller dans des échappées, surtout aujourd'hui. Et je pense que voilà, ils auraient peut-être dû essayer un peu plus dans ce registre-là, mais sinon, très bien. Et puis Balderson, quand même 10e à l'Angliru, il faut pas le négliger aussi, de la part du coureur espagnol, qui a également été champion d'Espagne du chrono, mais je rappelle un chrono en bosse. Israël, 13 sur 20. On va pas revenir sur le contexte politique. Du côté d'Israël, première take, d'un point de vue sportif, Recitelo, il a rempli le contrat largement. Largement, maillot blanc, top 5. Sa seule erreur, je dirais, en 3 semaines de course, c'est pas d'avoir suivi Pellizzari, mais au niveau physique, il n'y a eu aucune baisse sur 3 semaines de course. Il n'y a pas eu de moment de moins bien du côté de Mathieu Recitello. Donc vraiment bien joué, voilà, de sa part. Parce que voilà, il fallait faire le job jusqu'au bout, ce qui était loin d'être évident. Et sur la dernière étape, en plus, il a été dans le coup pendant les 3 semaines de course. Il n'a pas eu de coup de moins bien, Richitello. Encore une fois, c'est une erreur stratégique qui fait que Pellizzari prend un moment 1 minute d'avance. Mais s'il fait pas cette erreur tactique ce jour-là, je pense que Pellizzari aurait peut-être déjà perdu le maillot après le contre-la-montre. Peut-être, où il aurait, voilà, l'écart aurait été plus grand entre les deux. Top 5, c'est mérité parce qu'il a été régulier sur les 3 semaines de course. Voilà. Il a été hyper régulier, donc non, il a fait du bon travail. Là aussi, hein, c'était loin d'être assuré, hein, comme Pitcock, c'était loin d'être assuré le top 5 hein, du côté de Recitello, parce que, bah, encore une fois, il n'a pas gagné le Tour de l'Avenir déjà, battu par Del Toro, qui était moins expérimenté que lui à l'époque. Et puis, jusqu'à maintenant, sur les courses d'une semaine, sur les courses de 5-6 jours, ça marchait. Par contre, sur les courses un petit peu plus importantes, c'était plus difficile pour lui. Donc là, il a réussi à faire du bon boulot. Voilà, Mathieu Recitello, donc il peut être satisfait de sa part. Ethan Vernon également, très bon tour, hein, Tour d'Espagne. Moi, je savais pas déjà qui allait être le sprinter entre lui et Jack Stewart. Ils ont décidé que ça serait Vernon sprinter. Et régulier aussi. Il y a juste le dernier sprint au final où il a été moins bon. Mais sinon, pour le reste, il a plutôt bien sprinté. Et puis, en plus, ils ont fait du bon boulot pour l'emmener. Israël, ça fait partie des équipes qui souvent ont du mal à faire un train de qualité pour emmener les sprinters. Et là, je trouve que le train mis en place autour d'Ethan Vernon était vraiment très bien positionné. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Marco Frigo, oui, on l'a vu dans des échappées, ça s'est plutôt pas mal passé. Yann Hirt, un peu discret. Mais année compliquée pour Yann Hirt, hein. Le changement d'équipe a pas forcément été une réussite. Bon, Adam Ralsberg, l'Israélien, jamais été vraiment convaincu par ce coureur-là. Donc, on pourrait presque se dire que c'était l'idée de faire un pied de nez, d'amener un coureur israélien dans un territoire comme l'Espagne. Et puis Pierre-André Côté. Bon, rien à dire sur Pierre-André Côté, hein. Voilà, rien à dire. Comme George Bennett, qui a abandonné de chute. C'était beaucoup, voilà, pour le Néo-Zélandais, mais qui a un peu disparu des radars aussi, George Bennett. Là aussi, hein, le poids des ans commence à se faire sentir. Bon, chez Israël, ils avaient quand même, il y en a quand même pas mal qui vont partir à la retraite à la fin de l'année. Mais c'était un peu la maison de retraite quand même. Les pattes du cyclisme aussi, hein. Israël, première tech ces dernières années. Ils rectifient le tir avec des départs à la retraite. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué du côté de cette formation, parce que les coureurs de plus de 35 ans dans cette équipe, ils étaient quand même extrêmement nombreux. Alpecin, 14 sur 20 du côté d'Alpecin. Alors déjà, parce qu'on a fait du bon boulot autour de Philipsen. C'est-à-dire que Philipsen a été toujours très très bien emmené sur ses sprints. Dans ses 3 victoires, il peut dire merci à son équipe.
Donc ça, déjà, c'est une des raisons. Deuxièmement, on a pris quand même pas mal d'échappées. Que ça soit Ramsès De Bruyne, c'est dommage qu'il a abandonné après 10 jours de course parce que je l'ai trouvé très intéressant, le Belge Ramsès De Bruyne. On a vu également pas mal Ricard et Plancart aussi dans les échappées, qu'on a beaucoup vu, même s'ils avaient aucune chance de gagner. On essaye de montrer le maillot à l'avant, d'être à l'avant de la course. Et puis vers Galito, qui a abandonné trop vite vers Galito. Ça, c'est dommageable, lui qu'on a vu ensuite prendre l'échappée à Québec. L'échappée matinale, mais pour le reste, Philipsen très très bien entouré, qui a fait des bons sprints. De toute manière, du côté d'Alpecin, quand on a une équipe très axée sur le sprint, la Vuelta, c'est pas forcément votre meilleur rendez-vous. Et Philipsen a fait du bon boulot. C'était pas simple pour Philipsen parce qu'il fallait digérer quand même l'échec du Tour de France, où il était vraiment en très grande forme et bon, il est tombé très vite. Toute la polémique derrière aussi avec Coquard, qu'il a fallu gérer aussi un petit peu en termes de communication. Donc ça a pris un petit peu d'énergie. Mais à la fin, j'espère Philipsen peut être satisfait de ces 3 semaines de course. 3 semaines, 3 victoires. Le maillot vert, il aurait fallu prendre des échappées, et je crois que c'est pas trop la came de Philipsen. Il aurait fallu surtout qu'il y ait peut-être plus de sprints sur cette Vuelta, plus d'étapes de plat, surtout pour Philipsen. Mais je pense qu'il peut être satisfait de ce qu'il a réalisé, le coureur belge, sur ces 3 semaines de course. Il a été tout à fait intéressant. Et puis pas mal de petits Ramsès De Bruyne quand même à noter pour l'avenir, parce que je l'ai trouvé très intéressant ce coureur. Du côté de cette Vuelta. Donc voilà, Alpecin de Koninck, le contrat est rempli. C'est quand même marrant, même Alpecin de Koninck, parce qu'ils ont quand même pas mal de victoires sur la Vuelta pour une équipe qui a pas de grimpeurs. Il y a eu Caden Groves, il y a eu Philipsen. Voilà, comme c'est les rares maintenant à emmener des sprinters de classe, on va dire, un petit peu mondiale, ils arrivent toujours à très bien s'en sortir. Peut-être note à certaines formations pour les années à venir, de miser beaucoup plus sur les sprinters, même si c'est une course plutôt axée sur la montagne. Ineos, 14 sur 20. La seule déception, grosse déception, c'est Bernal au niveau du classement général, mais moi je m'y attendais. Je vous l'avais dit avant la Vuelta, je pense que c'est un coureur aujourd'hui qui arrive à faire 2-3 jours de course de très haut niveau, mais au bout d'un moment, encore une fois, il n'a pas complètement récupéré de sa chute, je pense, et vous avez des douleurs qui reviennent, je pense, au bout d'un certain temps, du côté de ce coureur, donc ce qui a posé des problèmes voilà, pour lui. Derrière, on a vu quand même des échappées avec Jungels, avec Kwiatkowski qui a beaucoup travaillé pour Ben Turner aussi. Victoire à Voiron de Ben Turner. Victoire de Ghana également sur le chrono, en faisant une belle performance aussi sur le chrono. Tu peux pas être déçu des 3 semaines de la Ineos. Je pense que c'est leur grand tour le plus réussi cette année à la Ineos. Donc, alors dommage Bernal, voilà, qui n'a pas tenu pour le classement général, mais qui va aller chercher quand même sa victoire d'étape. Donc je dirais qu'il rectifie quand même bien le tir. Dommage peut-être Sheffield, un peu transparent, Magnus Sheffield, mais transparent depuis quand même quelques mois. Il a très bien démarré la saison, Sheffield, et puis après Paris-Nice, ça a commencé à ralentir. L'été n'a pas été très bon du côté de l'Américain. Et l'Angelotti, mais je pense en pic de forme sur le Tour de Pologne, et peut-être qu'il n'était pas totalement prévu sur ce Tour d'Espagne au tout début. Il a gagné peut-être sa place grâce au Tour de Pologne, mais quand vous gagnez votre place comme ça, grâce à une autre épreuve, souvent le pic de forme, il est déjà passé dans ce genre de situation. Je pense que c'était le cas du côté de l'Angelotti. Et Bob Jungels qui a fait une très belle étape en échappée. Encore une fois, on est tombé sur les bons jours de Bob Jungels sur la saison, ce qui m'a permis de faire un bon résultat au coureur luxembourgeois. Donc pour moi, du côté de la Ineos, le contrat est rempli du côté de cette formation. On a fait du bon boulot sur ces 3 semaines de course. Pas grand-chose d'autre à dire. On rentre dans les 3 dernières notes de ce classement. Je commence avec la Red Bull Bora. Hans Grohe, 15 sur 20.
l'objectif de départ est rempli. Voilà, Jane Lay dans le top 5, c'était l'objectif. L'objectif qui joue le podium, Jane Lay. Bon, il en a manqué un peu sur la fin face à Pidcock. Peut-être qu'il n'a pas assez cru en ses chances. Et puis Pellizzari, une victoire d'étape et top 10 à la fin, même s'il perd le maillot blanc sur l'étape numéro 20. On peut pas être déçu de ces 3 semaines de course. On a fait du bon boulot, notamment avec Nico Dens, qu'on a vu dans les échappées, qui a fait une très belle 3e semaine. On a vu aussi pas mal Tim Van Dijk. Voilà, peut-être la déception, c'est Sobrero. Que ça soit sur le chrono, déjà, il y a un des chronos où il tombe. Le deuxième chrono, il n'a pas forcément été fantastique non plus. Donc lui qui avait été pris sur cette Vuelta pour aider dans cet exercice-là et pour jouer sa carte en individuel, au final, ça n'a pas été une grande réussite. Fisher Black aussi, qui a eu un rôle d'équipier en 3e semaine, mais j'en attendais peut-être un peu plus quand même d'un coureur comme Finn Fisher Black. Je trouve qu'il a du mal à passer un cap. Voilà, j'en attends beaucoup à Finn Fisher Black, vu ce que j'en avais vu chez les jeunes, et il répond peut-être pas totalement à mes attentes jusqu'à maintenant. Mais sinon, je pense qu'il y a une satisfaction en termes de résultats. Bon, au niveau des sprints, ils emmenaient que Van Dijk, qui n'est pas totalement un sprinter quand même. Donc non, je pense que c'est plutôt une réussite pour la Red Bull Bora Hansgrohe, en sachant que tu venais sans Roglic, sans Remco Evenepoel, sans Vlasov aussi, que Pellizzari faisait son 2e grand tour de l'année. Ouais, tu fais un très bon résultat, et je pense que, encore une fois, par rapport au niveau de l'équipe sur cette Vuelta, on a rempli les objectifs, et pour moi c'est un bon résultat. En plus, on a vu pas mal de maillots de l'équipe, donc pour moi c'est plutôt une réussite du côté de cette formation, donc 15 sur 20. Voilà. Deuxième meilleure note, c'est la Visma Isobike, 16 sur 20. J'ai bien aimé le travail collectif de la Visma Isobike. C'est presque le jour et la nuit par rapport au Tour de France, où j'avais été très déçu par ce travail collectif. Je pense que la différence, c'est Jonas Vingegaard, il remporte l'étape 2. Et quand il remporte l'étape 2, Jonas Vingegaard, les autres, ils sont obligés ils peuvent plus jouer leur carte personnelle, ils peuvent plus dire, je vais quand même essayer de jouer ma carte personnelle parce que je suis pas sûr du leader. Ah non, parce que le leader, on savait quel était à peu près son niveau et qu'il pouvait se mêler à la lutte pour la victoire véritablement. Je pense que ça a été la différence avec le dernier Tour de France, où tout le monde jouait sa carte parce qu'on croyait peut-être pas forcément en son leader, pas suffisamment en son leader. Dommage Zingley qui abandonne très vite, avec cet imbroglio en plus au niveau de la chute. Campenard, qui a été quand même un bon équipier. Malgré son abandon en début de 3e semaine, ça a été un bon équipier. Je trouve qu'en plus, on a réussi à contrôler la course, notamment avec un très grand Dylan Van Baarle en 3e semaine. On a réussi à magnifiquement contrôler la course, alors qu'on n'avait plus grand monde en stock du côté de cette formation. Hein. Beaucoup de coureurs avaient abandonné, ou voilà, on en perd quand même 2, hein, donc on finit à 6. C'est pas simple de contrôler à 6 sur un grand tour. Et je trouve qu'on a été très efficace là-dedans. Moi, j'ai pas trouvé Jorgensen incroyable. Par contre, Sepkus vraiment bien. Kelderman, quand il n'était pas obligé de rouler sur le plat, on l'a vu en montagne, hein, quand c'était UAE qui roulait ou d'autres formations qui essayaient de faire la différence. Mais c'est surtout que j'ai vu un vrai collectif autour de Vingegaard, et pas des coureurs qui essayaient de tirer un petit peu dans tous les sens la recouverture vers eux, sans forcément beaucoup de rechutes. Pour moi, la déception, c'est Jorgensen. J'en attendais mieux, voilà, de Jorgensen, qui a été bon sur les classiques flandriennes, mais qui a eu plus de mal sur les courses par étapes cette année. Donc voilà, la victoire à la fin de Vingegaard, je dirais que le contrat, c'était ça le contrat, hein, le contrat est rempli du côté de cette formation, donc satisfaction du côté de la Visma Isobike, puis en plus avec les victoires aussi d'étape, il ne faut pas le négliger, de victoires d'étape. Donc pour Vingegaard, et voilà, vraiment des 3 semaines de compétition très intéressantes. En sachant, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, parce que Vingegaard a expliqué comment ils avaient fait le podium glaciaire à l'arrivée de la Vuelta. Ça s'est fait grâce à la Q36.5 et à la mère de Thomas Pidcock, qui a eu l'idée de faire un podium comme ça devant les hôtels.
Et ils ont pas prévenu du tout les journalistes, ils sont pas prévenus les gens, et ils ont prévenu que les équipes, tout simplement pour des questions de sécurité autour de Mathieu Recitello, parce que comme le disait Vingegaard, s'ils avaient appris qu'on remettait le maillot blanc à Mathieu Recitello, forcément il y aurait eu des activistes qui auraient pu mettre en danger de sécurité certains des autres coureurs qui étaient présents, et tous les coureurs étaient, enfin beaucoup de coureurs étaient présents, je pense que la majorité des coureurs qui ont fini cette Volta étaient présents à l'arrivée pour faire l'ambiance autour du parking de l'hôtel. Voilà, donc c'est grâce à la mère de Thomas Pidcock et à la Q36.5 qu'on a pu organiser ce podium. Glaciaire, dernière équipe, meilleure note de cette Volta, avec un 18 sur 20 même, du côté de la UAE. J'ai mis 18 sur 20, j'en devais 2 points. C'est juste pour l'accompagnement d'Almeida. Parce qu'en gros, cette victoire d'étape, voilà, c'est monstrueux. C'est monstrueux en n'ayant aucun sprinter. C'est-à-dire que c'est cette victoire d'étape dans des échappées. Ayuso, Jevine, quand même, qui ont été impressionnants. Marc Solé, aussi. Almeida. On a été très solide du côté de cette formation. Dans ces victoires d'étape. Jevine qui remporte encore le classement de la montagne. Almeida qui rivalise jusqu'au dernier jour important avec Vingegaard et qui a menacé quand même Jonas Vingegaard jusqu'au bout et qui fait podium quand même sur ce grand tour, qui fait son meilleur résultat sur un grand tour. Après, il y a eu la situation avec Juan Ayuso, je pense qu'elle a été très mal gérée par l'équipe. Alors, je sais pas si ça a été une punition à la fin, mais le fait d'annoncer son départ, que ce soit l'équipe qui annonce son départ et même pas le coureur en lui-même, je trouve que c'est quand même un manque de respect envers ce coureur. Et puis après, pour le reste, non, ça a été une belle course de la UAE, mais encore une fois, je retire juste 2 points, c'est sur l'accompagnement, parce que sur certaines étapes, et notamment, je pense, le jour où Vingegaard prend 30 ou 40 secondes sur Almeida, s'il y avait eu une équipe autour de lui, ça aurait peut-être été plus compliqué. Mais après, il fallait faire des choix aussi. Je pense que la Vuelta est réussie hein, quand même pour la UAE, avec ses 7 victoires d'étape. Voilà, la seule déception, c'est ce collectif autour. Mais regarde, la Visma, sur le dernier Tour de France, ils font la même chose, ils gagnent pas autant d'étapes. Donc, il y a un moment, ils ont été aussi très bons en termes de réussite, très efficaces. Donc, bravo à la UAE Team Emirates. Et puis, la victoire de l'Angliru, quand même, pour Almeida, qui est quand même une victoire de prestige devant Vingegaard. Ça, c'est quand même pas anodin du côté du Portugais. Donc, pour moi, c'est un Tour d'Espagne réussi. Voilà pour la UAE, et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part que ça a été du très très bon travail. Voilà, la petite déception, c'est le collectif autour de Joao Almeida sur certaines étapes qui a peut-être été défaillant. Voilà, autour de ce coureur. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour du côté de ce Tour d'Espagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!